Merci, monsieur le commissaire général. Monsieur le député, monsieur le président de l'université, mesdames, messieurs, alors, j'ai l'honneur de relever le défi, de vous présenter, et je l'espère, de vous permettre de mieux appréhender les règles de gestion, enfin, les grands principes des militaires pour prévenir les interférences entre les différentes activités engageant l'espace sous-marin. Ces différentes activités, c'est la navigation des sous-marins, le remorquage des sonars, la pose d'un câble, les activités de pêche, la mise en œuvre d'un rover, etc. Quand on parle d'interférences chez les militaires, on parle d'accidents, éviter les accidents. C'est un véritable défi, car il s'agit pour moi de vous présenter un sujet qui est technique, à un public éclectique, sans compromettre de secret de la défense nationale, tout en conservant votre attention en cette fin de matinée qui a été riche en interventions et qui a présenté un fort intérêt. Bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'espère que je saurai me montrer digne de l'honneur qui m'est fait. L'arme sous-marine tire sa force de sa capacité à opérer discrètement. D'où le fameux surnom des forces sous-marines américaines, le Silent Service. Cette discrétion lui permet de produire de nombreux effets militaires. Dans le domaine du renseignement, en renseignant, en observant un environnement contesté, sans perturber le comportement de la cible. Dans le domaine de la haute intensité, par son pouvoir de destruction, par sa capacité à faire peser une menace latente, etc. C'est un sujet qui me passionne. Je pourrais facilement être votre François Pignon à un dîner du mercredi soir, mais c'est pas le cœur du sujet, donc je m'étendrai pas plus là-dessus. Toutefois, il y a 3 caractéristiques des sous-marins que je souhaiterais mettre en exergue, parce que, je l'espère, ça vous permettra de mieux comprendre mon propos et de mieux appréhender quelle est la difficulté de la navigation des sous-marins. La première, c'est qu'un sous-marin navigue sous l'eau, sous le dioptre. Bon, ça, la conséquence, c'est que sa position n'est généralement pas connue de tous les autres usagers de la mer. La deuxième, c'est que sa capacité à appréhender la situation tactique lorsqu'il navigue en immersion profonde, c'est-à-dire au-delà de l'immersion périscopique. Quand je parle de situation tactique, il faut comprendre la position de tous les autres mobiles de surface sous-marins qui l'entourent. Cette capacité repose sur l'emploi des senseurs acoustiques, qu'ils soient actifs ou passifs. Qui dit senseur acoustique dit tributaire de la propagation acoustique, la propagation du son dans l'eau, qui n'est pas linéaire dans le milieu marin. Le son, dans le milieu marin, ne se propage pas en ligne droite. Il a des tendances qui varient en fonction de la célérité. Bref, retenez juste que ça ne se propage pas en ligne droite. Et donc, comme il ne se propage pas en ligne droite, il y a des trous de détection. Et comme c'est une onde sonore, il y a un aspect énergétique, ça dépend aussi de la discrétion acoustique des autres mobiles sous-marins. C'est d'ailleurs ces éléments-là, ces fameux trous de détection, le fait de ne pas être vu, qui motive les sous-mariniers à naviguer à une immersion, en immersion profonde, à une immersion qui leur permet de passer sous la quille d'un bâtiment qu'ils n'auraient pas détecté. Cette immersion, on l'appelle l'immersion de sécurité. Passer de l'immersion de sécurité à l'immersion périscopique pour aller observer, prendre du renseignement, communiquer, c'est-à-dire franchir la tranche d'immersion où la collision avec un navire de surface est possible, c'est une des activités les plus risquées des sous-marins militaires en temps de paix. Elle est risquée parce que, je vous ai parlé de tous ces phénomènes de propagation acoustique, les trous de détection qui font que, ou les navires extrêmement silencieux, qui font qu'on ne pourrait pas détecter un bâtiment au moment de la remontée et donc rentrer en collision. Voilà. Dans les forces sous-marines, on appelle cette manœuvre une reprise de vue. Pour avoir expérimenté une situation de proximité à l'occasion d'une reprise de vue lors de ma dernière mission avec un très très gros pétrolier, on est passé pas très loin, on ne l'a pas entendu. Je peux vous dire que c'était déjà une manœuvre que j'appréhendais avec humilité et que j'appréhenderai toujours avec la plus grande humilité. Il faut toujours rester très prudent. Enfin, la troisième spécificité d'un sous-marin en immersion profonde, au-delà de l'immersion de sécurité, c'est qu'il ne peut communiquer que par l'intermédiaire de téléphones acoustiques qui ont des portées limitées. Pour communiquer à longue distance, il est obligé de remonter à l'immersion périscopique pour employer des moyens de communication avec des antennes HF ou des moyens de communication satellite. Donc, il ne communique pas en permanence, ce qui veut dire que quand on veut communiquer avec un sous-marin, il faut être en mesure d'anticiper et les reconfigurations d'activités sous faible préavis ne sont généralement pas possibles. Ces 3 spécificités rappelées, je ne suis pas vu, je ne suis pas sûr de tout voir, il est difficile de parler avec moi. On va revenir
maintenant sur un petit cas d'illustration de l'intérêt des règles de gestion des interférences. Ce cas, c'est la collision au début du mois de février 2009 entre les SNLE britanniques Vanguard et français Triomphant, quelque part en Atlantique. Dans un premier temps, ces deux sous-marins ont pensé heurter, ça a été rappelé par monsieur le commissaire général, des conteneurs sous-marins. Les deux sous-marins également, c'est ce qu'ils pensaient à bord des équipages. Ce n'est que plus tard, par les discussions entre états-majors, qu'on a réussi à comprendre qu'en fait, les deux SNLE s'étaient rentrés dedans. Ils ne s'étaient pas vus ni entendus. Cet événement peut paraître surprenant, voire improbable. Deux géants sous-marins, au même endroit, au même moment, à la même immersion, qui ne se voient pas, comprendre qu'ils ne s'entendent pas. Et pourtant, il est moins improbable qu'on pourrait le croire. En effet, les deux sous-marins ont des missions similaires, à savoir garantir la capacité de frappe en second, respectivement du Royaume-Uni et de la France, que l'on pourrait traduire par patrouiller en toute discrétion, emporter des missiles nucléaires, des objectifs stratégiques. La France et le Royaume-Uni sont alliés et sont voisins. Il n'est donc pas incohérent que ces objectifs stratégiques soient similaires et donc qu'à portée de missiles nucléaires à peu près équivalentes, les zones de patrouille soient les mêmes. Les deux pays ont le même concept d'opération pour leur dissuasion, c'est-à-dire chercher à assurer une permanence de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à la mer, garantir cette fameuse capacité de frappe en second. Le critère, au même moment, devient donc moins improbable. Enfin, la volonté de patrouiller en toute discrétion incite généralement de profiter de ces phénomènes de trop de détection pour aller rechercher l'immersion où je suis caché. Cette immersion, c'est la même pour tout le monde, et donc les deux SNLE, naturellement, se retrouvent assez aisément à la même immersion. Et enfin, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, rappelez-vous, patrouiller en toute discrétion, sont partie des bateaux les plus silencieux du monde. Ils font moins de bruit que le bruit de la mer. Ils sont équipés des meilleurs sonars du monde, c'est vrai. Mais pourtant, ils ne se sont pas vus et, très honnêtement, c'est pas forcément étonnant. Les règles de gestion des interférences des militaires, normalement, elles sont là pour éviter ce type d'accident. Toutefois, en raison du caractère souverain et vital des missions de dissuasion, ces règles de gestion des interférences, elles ne s'appliquent pas complètement aux missions des SNLE et notamment le partage des informations avec les alliés. L'objectif, c'est bien de protéger la sécurité des opérations, comprendre la confidentialité de ces missions. Et le bon vieil adage qui dit « si vous voulez garder un secret, dites-le au moins de personnes possible », vous permet de comprendre cela aisément. Si je fais le parallèle avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'activité des sous-marins civils, j'estime que la probabilité d'occurrence d'accidents similaires est également assez forte. Premièrement, il n'existe aucune règle de déconfliction, c'est-à-dire de règle de gestion des interférences, en dehors des eaux territoriales. Il n'en existe quasiment pas. Ce n'est pas une affaire de sécurité des opérations, dans ce cas-là, c'est bien une affaire d'absence d'organismes de coopération. Les zones d'intérêt entre tous ces sous-marins seront probablement similaires. Si je prends le cas d'usage du tourisme, il est fort probable que certaines épaves, que certaines particularités des fonds marins attirent les sous-marins civils, un peu à l'image de la Tour Eiffel qui attire tous les touristes de Paris, ou quasiment tous les touristes de Paris. Les moyens d'appréhension, de détection et d'appréhension de la situation tactique des sous-marins civils, leurs sonars seront probablement moins développés que ceux des SNLE. Il est vrai que les enjeux de discrétion acoustique ne sont pas les mêmes, mais détecter ne va pas être forcément aussi évident. Non, pas du tout. Venons-en donc au cœur du sujet, les principes militaires de gestion des interférences. Le premier consiste à déclarer toutes les activités engageant la colonne d'eau. J'en ai parlé tout à l'heure, mouvement de sous-marins, sonar, ROV, drone, etc. Le deuxième, c'est suivre les activités civiles qui engagent la colonne d'eau, activités qui sont multiples, et en informer le sous-marin. Pour les activités qui ne sont pas forcément prévisibles, je ne parle pas de la pose d'un câble, pour lequel on sait à quel endroit ça va se passer, mais je pense à la pêche sur le plateau continental. Le patron pêcheur du Guilvinec ne va pas forcément déclarer tous ces mouvements précisément. Dans ce cas-là, les sous-marins, les sous-mariniers connaissent ces zones-là, ils adoptent des comportements, des vitesses qui leur permettent de réagir et de garantir la sécurité, mais sur un principe de détection.
Une fois qu'on a déclaré nos mouvements, recherché tous les autres dangers sous-marins, le principe pour les commandants militaires, c'est d'assurer une ségrégation temporelle et spatiale entre les différentes activités. C'est assuré dans la zone d'exercice qui vous a été présentée tout à l'heure, là, que vous voyez sur la carte marine, par le commandant de zone maritime dans les zones d'exercice permanentes, et en dehors de ces zones d'exercice pour sous-marins, par les commandants des forces sous-marines, dont Alfost, pour la Marine nationale, dans tout le reste du monde. Ces déclarations d'activité sont après partagées avec nos alliés de l'OTAN et un état-major de l'OTAN, comme Subnato, là, le commandant des sous-marins de l'OTAN, tient un rôle de surveillance des interférences. Et donc, quand il détecte, dans un message de déclaration d'intention, qu'il y a une interférence entre deux déclarations et qu'elle n'a pas été résolue, il en informe les deux commandants de forces sous-marines. Il n'a pas de pouvoir de décision. C'est bien une décision qui reste souveraine en leur disant « J'appelle votre attention sur le fait que vous êtes en interférence et je vous demande de bien vouloir la résoudre. » Et après, ce sont les deux commandants de forces sous-marines qui se mettent d'accord pour résoudre cette interférence. Enfin, il existe des règles avancées. Vous le comprenez bien, quand on veut faire naviguer deux sous-marins ensemble, deux sous-marins et une frégate, pour conduire des exercices, pour effectuer un pistage conjoint, pour éviter les tirs fratricides en situation de guerre, on a des règles avancées. Ces règles avancées, elles ne sont mises en œuvre que quand il y a soit une unicité du commandement, soit une vraie relation de confiance entre les différents acteurs impliqués. Quand on va faire des exercices, je prends un exemple avec des sous-mariniers, ou alors avec des frégates des Émirats Arabes Unis. On va faire un exercice, ils ont un sonar à immersion variable. On passe par une première étape où on va d'abord séparer les mobiles avant d'autoriser les deux unités, les deux mobiles sous-marins à naviguer dans la même zone avec une séparation d'immersion. D'abord, on va tester la confiance, on vérifie qu'on a les mêmes concepts, qu'on a le même respect des règles de sécurité avant d'aller un petit peu plus loin. C'est pas le cœur du sujet, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, évidemment, la problématique de l'encadrement de l'activité des sous-marins civils fait partie de mes préoccupations en tant que chef du bureau des opérations sous-marines du centre des opérations de la Méditerranée. Ça a été rappelé tout à l'heure par le commissaire général de la Burgade, centre qui œuvre au profit de l'amiral Boisdvézy. C'est mon chef, mais qui a deux casquettes, celle de commandant militaire, le commandant de zone Méditerranée, et celle de préfet maritime, qui est une autorité civile qui dépend du Premier ministre. Mais il n'a qu'un seul spécialiste sous-marin, c'est moi, donc des fois je passe d'une casquette à l'autre, de ma casquette de militaire de la casquette de mon chef de militaire à sa casquette de préfet maritime. Les deux cas d'usage principaux pour les sous-marins civils, ça a été rappelé, c'est des questions de souveraineté. Dans la mer territoriale, l'utilisation d'un sous-marin faisant l'objet d'un processus dérogatoire, etc., la Convention de Montego Bay, on dispose des moyens et des pouvoirs nécessaires pour réglementer cette activité. Ça a déjà été présenté. Depuis mon arrivée à Sekhmed à l'été 2022, une seule demande instruite qui a été refusée, c'était celle du sous-marin civil qui voulait plonger dans le cœur du parc national des Calanques. Mais ça a quand même posé quelques questions. Mon avis, c'est que la réglementation est encore perfectible. Alors là, attention, moi je suis un artisan de la guerre sous-marine, je sors de ma zone de confort, je vais vous parler un petit peu de texte de loi. Particulier, j'ai pas les idées claires à l'instant T sur le niveau de granularité auquel doit descendre le préfet maritime pour apprécier les conditions de sécurité, telles que c'est marqué dans l'ordonnance de 2016, dans le Code des transports, pardon, notamment pour apprécier la qualité et la pertinence du plan d'assistance et de sauvegarde, comme c'est prévu dans le fameux article qui a déjà été cité, donc je pensais que j'aurais une exclusivité, mais non, l'article L5211-2 du Code des transports. Bon, vous aurez probablement retenu de l'intervention de M. Michaeli que cette expertise, elle diffère quand même sensiblement de l'expertise qui est mise en œuvre généralement pour certifier les procédures, les plans de sauvegarde des bâtiments de surface. C'est quelque chose d'assez compliqué. En dehors de la mer territoriale, on l'a déjà dit, on est plutôt démunis. Une lecture de l'ordonnance de 2016 nous permet certes d'exiger une notification préalable à la mise en œuvre de sous-marins, sauf que rien n'existe, aucun cadre, pour spécifier la durée de ce préavis. C'est-à-dire que le yacht qui arrive dans la zone économique exclusive, qui en plus se conforme
à cette ordonnance et nous dit je vais mettre en œuvre un sous-marin peut me le dire au moment où il le met à l'eau. C'est un peu problématique. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on regarde l'activité des cavaliers en ZE, qui est toujours dans le même cadre de la Convention de Montego Bay, l'État peut réglementer, autoriser le tracé du câble en vertu de son droit à prévoir l'exploitation des ressources sous-marines. Mais une fois qu'il a validé le tracé du câble, le cavalier vient en ZE et il fait ce qu'il veut. Et il doit nous prévenir. C'est arrivé en début d'année. On a reçu un mail le matin même, alors même pas à la préfecture maritime, via le CROSS, en disant « Je viens, je relève un câble désaffecté ». Ça s'est passé au milieu d'une zone d'exercice où une frégate et un sous-marin étaient en train de faire un exercice de lutte anti-navire, c'est-à-dire, autant vous dire, avec un sous-marin qui manœuvrait très vite. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Pas forcément pour le sous-marin, mais pour le câblier. Si le sous-marin avait accroché le câble, on pourrait imaginer qu'à bord du câblier, un sous-marin à plus de 20 nœuds qui rentre dans un câble et qui tire dessus, ça aurait pu créer des dégâts. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils qui nous permettent d'éviter ce genre de situation. Alors, que faire? Alors, il n'y a pas de solution évidente et simple à mettre en œuvre, sans quoi ce colloque n'aurait probablement pas lieu. Aussi, il s'agit de trouver une solution qui permette de garantir la sécurité de tous les usagers de la mer. Là, c'est la casquette de préfet maritime de mon chef, sans pour autant contraindre la liberté de manœuvre de nos sous-marins militaires lorsqu'ils opéreront ou qu'ils opèrent dans les ZE étrangères. Là, c'est sa casquette de commandant de zone maritime. La solution suivante dans les discussions préparatoires a été évoquée par le commissaire général Duchesne. Elle me plaît bien, consisterait à créer une espèce de centre de coordination des activités sous-marines dans la ZE, par exemple le centre des opérations de la Méditerranée, qui existe déjà et qui est armé 24 heures sur 24, et ensuite, donc on parle bien de coordination, et ensuite d'exercer de l'influence sur les assureurs en disant « Ok, ne couvrez les activités qui engagent le volume sous-marin dans les approches maritimes françaises que si vos assurés déclarent leurs activités au centre des opérations et se conforment à leurs prescriptions. Et faites du non-respect de ces deux règles un critère d'exclusion. » Donc là, on vient, sans créer un cadre légal sur lequel on n'a pas vraiment de prise, parce qu'en dehors des eaux internationales, on n'a pas tant de pouvoir que ça, on touche au porte-monnaie, donc ça incite généralement les gens à se conformer à ces exigences. Et pour tout ce qui relève du domaine militaire et de la liberté de manœuvre de nos sous-marins, on est plutôt pas mal. Moi, cette solution, honnêtement, me plaît. Je ne sais pas si elle est évidente à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir réussi à vous éclairer sur les principes militaires de gestion des interférences sous-marines. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Je tiens quand même à préciser que si vous comptez m'inviter un mercredi soir pour parler des effets militaires, je suis quelqu'un de très susceptible et de très rancunier. Je m'entends très bien avec le capitaine de vaisseau Fardin ici présent, mais il pourra en témoigner. Merci. Merci. Un grand merci pour cette intervention qui nous a vraiment captivés. Bon, vous voyez qu'effectivement, on a encore du travail, mais vous voyez qu'il y a un modèle qui fonctionne déjà, qui est extrêmement intéressant. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les sous-mariniers deviennent de fins juristes. Mais ça ne m'étonne pas. Mais je crois, commandant, que vous êtes de plus en plus pris. C'est-à-dire que vos activités militaires au bureau sous-marin sont évidemment importantes, mais aujourd'hui, la recherche scientifique marine, avec l'écoute des mammifères marins, les sous-marins privés, etc., c'est une réalité. C'est-à-dire que la réalité de cette période du XXIe siècle, c'est que la colonne d'eau se banalise. Oui, tout à fait, monsieur le commissaire général. J'estime que les opérations des sous-marins, ça m'occupe environ 20 à 25% de mon temps. Et après, vous pouvez demander, là, vous avez la commissaire principale vérité là, derrière vous, là, qui travaille à la division AEM. Je passe énormément de temps. Je suis l'empêcheur de tourner en rond parce que j'essaye de comprendre ce qu'il se passe dans nos fonds marins. Alors, il y a certes la position des hydrophones, parce que ça engage la colonne d'eau et ça présente un risque de compromission de la signature acoustique de nos sous-marins si ça finit sur Internet. Vous comprenez bien que quand vous avez deux sous-marins qui se baladent sous le dioptre, ils ne se voient pas. Ce qui fait que le premier sous-marin va tirer sur le deuxième parce qu'il l'a reconnu comme un ennemi, c'est s'il a enregistré sa signature acoustique dans une base de données. Donc, pour moi, là, vis-à-vis de l'autorité militaire, tous les hydrophones qui sont placés dans nos approches, je m'assure
que ça ne risque pas de compromettre la signature acoustique de nos bateaux. Et ça, c'est juste pour ne pas perdre un avantage qui pourrait être décisif si demain on venait à être un ton de guerre. Voilà. Donc il y a toutes ces activités de réglementation des hydrophones. Et puis après, j'essaye de garantir la sécurité de tous les usagers de la mer. J'ai absolument rien. Moi aussi, j'adore les baleines. J'adore la faune sous-marine. Enfin, je suis un vrai amoureux de la mer. Sinon, je ne porterais pas cet uniforme-là. Mais quand vous avez des activités d'écoute acoustique récréative pour aller voir des baleines, donc c'est-à-dire des bateaux qui viennent, qui prennent des gens, qui vont en mer, qui se mettent à la dérive pour tremper un hydrophone et pour écouter le chant des baleines. À partir du moment où j'en ai connaissance, je suis obligé de le prendre en compte et en me disant, ok, donc j'ai un bateau à la dérive, en pleine mer, dans la zone d'exercice de mes sous-marins, donc il va ne faire aucun bruit parce que justement il veut pas effrayer les baleines. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un sous-marin qui remonte en dessous pour reprendre la vue, pour passer de cette fameuse tranche de l'immersion de sécurité à l'immersion périscopique? Je risque de créer un accident. Et donc, effectivement, je passe beaucoup de temps à essayer de ne pas contraindre toutes les activités civiles et garantir la sécurité de tout le monde. Voilà. Donc, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, le micro descend. Alors, normalement, c'est une situation polémique, c'est ça? Non, c'est pas du tout le cas. C'est une question qui me trottait dans la tête depuis le début de ce cycle d'intervention. Existe-t-il aujourd'hui encore en France une distinction tant militaire qu'administrative que juridique entre un submersible et un sous-marin? Non. Je passe la main. Et effectivement, en droit, il me semble qu'on parle dans l'ordonnance relative aux espaces maritimes, on parle d'engins submersibles. Pour définir, et donc ça recouvre le sous-marin et engin submersible, ou engin submersible, commandant. Oui, c'est juste. Alors, j'étais pas plus expert que vous. Tout à l'heure, le commissaire général de la Burgade, au début de son intervention, a bien dit que dans la fameuse ordonnance de 2016, tu m'arrêtes Anne-Sophie si je dis une bêtise, on parle bien d'engins submersibles. Et dans les catégories des engins submersibles, on retrouve les AUV, les ROV, les sous-marins, etc. Il n'y a pas de distinction. Mais effectivement, juridiquement, ça se discute. Moi, je parlerais bien de navires sous-marins, parce qu'en fait, c'est une catégorie de navires. Et les engins qui, effectivement, n'ont pas de pavillon d'immatriculation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Zodiac, je veux dire, un You-You n'a pas de statut juridique, n'a pas un pavillon et autres. En revanche, le navire, lui, effectivement, relève d'un État. Donc il faut vraiment distinguer le navire de l'engin. C'est effectivement pas très clair. Je pense que ça méritera d'être précisé. Il y a un autre arrêté dont on n'a pas parlé ici, qui est un arrêté de 2020 sur la mise en œuvre et l'expérimentation des drones, avec une ordonnance de décembre 2021, si je ne m'abuse, là, qui devrait prochainement rentrer en vigueur. Décret, ouais, 2021. Qui réglemente l'activité des drones. En tout cas, l'arrêté actuel de 2021, quand il parle de drones, il parle bien d'engins sous-marins, qu'ils soient habités ou non, qu'ils soient autonomes ou non, etc. Donc, il y a une réglementation, il y a un pan de réglementation spécifique sur les drones. Après, je pense que faire une différence entre submersibles et sous-marins dans la loi, objectivement, c'est pas vraiment une question à l'instant T. Les questions qu'on va se poser, c'est ce qui est assez bien fait dans l'arrêté préfectoral de 2017, etc., dans les conditions de mise en œuvre, c'est de demander à être capable de suivre en permanence la position du mobile sous-marin par un bâtiment de surface. Après, qu'on parle de submersibles, à l'instar de ce qui se pratiquait au début de la Seconde Guerre mondiale, avec des submersibles qui naviguaient en surface, qui attaquaient en plongée, et les vrais sous-marins à partir des types 21 allemands qui ont été les premiers à avoir un schnorchel et donc à pouvoir rester indéfiniment en plongée. Je pense que c'est pas vraiment un débat en termes réglementaires dans ce qui nous intéresse. Quand on commencera à avoir des sous-marins civils à propulsion nucléaire, je pense que là, il y aura un autre sujet. C'est un vrai sujet juridique, il y a un vrai mémoire à faire, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il y a notre... Oui, Patrick. Je voudrais m'adresser non pas au commandant, mais au professionnel qui a 20 000 heures de plongée. Quand on passe de la zone d'immersion sécurité à la zone périscopique, est-ce que vous pensez je m'adresse bien aux professionnels, hein,
Est-ce que vous pensez qu'on peut entraîner par le fond un navire qui est un bateau de pêche français, par hasard, en eau britannique, qui s'appellerait le Galet de Braise, et qui se retrouve au fond de l'eau? Je cite tous les éléments pour que vous ne preniez pas ma question comme un piège. Et donc, est-ce qu'un sous-marin peut entraîner par le fond, on oublie les noms, un bateau de pêche qui est en train de tirer son filet? Au-delà de cette question, à tous ceux qui sont sur la... Je vous vois déjà réfléchir, donc c'est que vous évitez déjà les choses trappes, mais il n'y a pas de choses trappes, c'est simplement l'expérience du professionnel. Et au-delà de cette question, à tous ceux qui sont sur la tribune, est-ce qu'on pourrait avoir demain, avec ces sous-marins privés, un petit bateau de pêche, un pointu, comme on dit à Marseille, qui soit entraîné par le fond par un sous-marin privé? Alors, c'est un showstrap, parce que je porte un uniforme, je suis un sous-marinier et ça reste une réunion publique, mais peu importe. Moi, je vais répondre de façon factuelle. Et donc, je pense que le risque, il faut oublier de dire, quand je passe de l'immersion de sécurité à la situation de reprise de vue, on est quand même dans une phase où le sous-marin est en train de remonter. C'est-à-dire que à des vitesses qui sont généralement assez faibles, je pense que la problématique n'est pas là. Je ne suis pas un expert des tractions, etc. Enfin, je suis pas. Moi, je suis un officier de marine, c'est-à-dire que je suis ingénieur, c'est-à-dire que généraliste. J'ai des connaissances en tout, mais je suis spécialiste en rien. Donc, quand vous avez un mobile sous-marin qui vient tracter quelque chose, j'aurais tendance à dire que oui, à partir du moment où vous tractez et que vous avez plus de puissance, bah, vous pouvez entraîner quelque chose vers le fond. Donc, la question du possible sous-marin civil, bah, quand on commence à parler de sous-marins qui peuvent emmener 120 personnes, qui font 37 mètres de long et qui vont à 10 nœuds, bah, je pense que ça pourrait présenter un risque, effectivement. Donc, oui, ce sont des hypothèses. Maintenant, c'est ce que je vous disais et c'est ce que vous pouvez voir, pas très bien, mais en haut à droite. On a tout un ensemble de règles, de procédures, etc., enfin, dans toutes les forces sous-marines de l'OTAN, enfin, tous les sous-mariniers que j'ai rencontrés pour parer le risque avec les pêcheurs. Et si on a le moindre doute sur la position des pêcheurs, le premier réflexe, c'est de remonter à l'immersion périscopique. S'il y a des trous de propagation acoustique, et il y en a peu quand on est par faible fond, parce que là, le son se propage avec les réflexions fond, etc., pratiquement en ligne droite, etc. C'est de remonter à l'immersion périscopique. Avec la vue, on arrive à établir une situation. Et vous voyez, une des règles de sécurité en exercice, mais de manière générale, c'est de dire quand je me retrouve à 1500 mètres d'un bâtiment de pêche, c'est une des règles françaises, je fais surface. C'est-à-dire que je reviens en surface pour qu'on arrête le risque de solution un peu délicate. L'immersion périscopique, c'est combien de mètres sous l'eau? L'immersion périscopique, bah, généralement, vous prenez la hauteur du sous-marin de la quille en haut du massif. Sur un SNA type Ruby, elle est de 14 mètres. Et donc, c'est 1 à 2 mètres. Le haut du massif, 1 à 2 mètres en dessous de la surface. Voilà. Juste ce qu'il faut pour sortir le périscope. Dernière question. Un nucléaire et un bateau de pêche japonais qui était catastrophique d'ailleurs. On a parlé un petit peu du facteur humain. On a parlé un petit peu du facteur humain avec le patron d'OceanGate. Il y a un monsieur tout à l'heure, je crois, qui a parlé de la certification des permis pour les véhicules. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est amenée peut-être dans un premier temps européenne ou internationale à terme sur la certification effectivement des pilotes, la formation des pilotes et l'adoption d'un principe comme par exemple pour les hélicoptères ou les avions, d'un principe de règle de prévention des interférences qui serait applicable à tous les constructeurs, de sous-marins privés, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est avec le facteur humain à un moment donné. Et donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est amenée ou qui est en voie d'être amenée sur ce sujet? Alors, je n'ai pas d'éléments de... Non, je ne pense pas qu'il y ait de réflexion, mais votre avis sur cette réflexion, je la trouve intéressante, commandant. Donc, moi, je comprends la question. Est-ce qu'il y a des réflexions pour mettre en place une norme de construction des sous-marins? Enfin, c'est un principe normatif, un peu à l'instar ou de navigation de l'Union européenne. De navigation, de reprise de vue et autres. Alors, les normes en termes de qualification, non, il y en en a tout pas. cas, je ne sais pas.
ce qui se passe dans le domaine de la formation des pilotes de sous-marins civils. Je suis ignorant sur le sujet. Ce qui se passe dans les forces sous-marines, c'est que oui, il y a tout un processus français. Je peux vous parler de ce que je connais. Dans les forces sous-marines françaises, il y a tout un processus de validation, de certification, etc. Alors, vous pouvez le voir. Moi, j'ai un insigne de sous-marinier avec 2 glaives. Ça veut dire que je suis un ancien commandant de sous-marin. Le capitaine de vaisseau Fardin, qui lui était plutôt un ingénieur nucléariste, a un glaive. Donc lui, il a le certificat supérieur. Et puis, on a un certificat élémentaire. Et tout ça, c'est évalué en permanence par une division entraînement. Donc nous, on a un processus d'entraînement, formation, certification par la division entraînement. Et on passe à l'étape suivante, une fois que le niveau a été validé, et on repasse avant chaque mission dans les fourches codines de la division entraînement, qui vient s'assurer que nous avons toujours le niveau et que nous maîtrisons toujours les fondamentaux. Le processus, tout à l'heure, on parlait de U-Boat Works, avec une certification des pilotes et en disant ce n'est pas quelque chose qui est ouvert tous les ad vitam aeternam, c'est-à-dire c'est pas mon certificat de commandant de sous-marin qui me permettra toute ma vie de commander des sous-marins. Non, avant de partir en mission, je repasserai dans les fourches codines de la division entraînement et que le pilote de U-Boat Works, eh bien, il est dans la même situation. Il a été validé une fois et puis tous les 18 mois, il doit revalider sa certification. Moi, je trouve que c'est un principe intelligent. Est-ce que c'est normé? Je ne sais pas. Il y a des spécialistes de la formation, hein, si j'ai bien compris. Je pense que c'est nécessaire. Bon, je pense vraiment qu'on est aux prémices. Effectivement, pour la navigation de surface, il y a la règle STCW où effectivement tous les marins du monde sont formés suivant la même norme. Je pense qu'on est vraiment au début. Je trouve c'est le côté passionnant de ce colloque et on est un peu à un point d'équilibre. Alors ma leçon, je dirais, mon expérience m'apprend que malheureusement en mer, on a plutôt avancé à coup de catastrophe. C'est-à-dire, le Titanic, c'est le début de l'organisation du secours en mer. La Moco Cadiz, c'est le réveil brutal des préfets maritimes, la mise en place de dispositifs anti-pollution, etc. Alors, soit effectivement on arrive à anticiper et rapidement on met en place des règles de sécurité communes à tous les sous-marins, soit effectivement on a un très gros accident et là il y a une réaction de la communauté internationale et c'est un petit côté Matchpoint, le film de Woody Allen, soit on interdit tout en disant c'est trop dangereux, il y a de la navigation militaire, etc. et on ne peut pas se permettre d'avoir en plus de la navigation civile, soit on n'a pas ce type d'accident et autres, et pour moi c'est un mouvement inéluctable. Je pense que c'est une technologie qu'on ne va pas arrêter, mais qu'il faut sans doute encadrer avec des normes qui seront communes à tous les engins. Oui, probablement. Encore une fois, moi je vous l'ai déjà dit, et très humblement, je suis un artisan de la guerre sous-marine, mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être normé. En revanche, il ne faudra jamais sous-estimer la complexité technique des sous-marins et de la mise en œuvre, c'est-à-dire avoir, mais c'est comme pour l'aviation, hein, avoir un pilote de ligne, très bien, et ensuite, ce pilote de ligne, il doit être transformé, il doit être validé, certifié sur l'avion qu'il met en œuvre. Et ben, pour les sous-marins, ce sera la même chose. On n'est pas dans le même esprit que le permis côtier, le permis hauturier, etc., où j'ai un permis et je peux prendre n'importe quel Zodiac, n'importe quelle embarcation qui se trouve sur le port de Toulon. Je pense qu'il faudra avoir un système de certification qui prendra en compte quel est le type de sous-marin que je suis apte à piloter. Bon, en tout cas, un très grand merci. Je pense que ces deux interventions vous ont montré effectivement le niveau, je dirais, d'une part de technologie et de certification que nous a très bien présenté M. Micali, mais aussi le niveau de professionnalisme et de savoir-faire dans la navigation sous-marine que nous a fort bien démontré le commandant Poli, qui veille tous les jours à la sécurité de tous les mobiles, comme il dirait, qui sont sous l'eau, militaires, mais aussi désormais civil. Et je pense que la France a un énorme atout, c'est effectivement d'avoir ce préfet maritime. Dans beaucoup d'États, on n'en est pas cette réflexion-là, mais là, vous voyez, le fait que le préfet maritime soit à la fois une autorité militaire et une autorité civile, il a déjà son bureau de régulation des sous-marins avec des hommes et des femmes qui sont experts de ce sujet. Donc, on aura sans doute un temps d'avance. Mais maintenant, il est temps de conclure et je vais passer la parole, inviter monsieur